Tranche de coupe saison 5, 30 minutes d'actu, de coups de cœur, de notre vie et de nos sorties, par Guillaume et Max. Bonjour, bonsoir, nous sommes Guillaume et Max et on est ravis de vous retrouver pour ce 20e épisode de la saison 5 de Tranche de couple, épisode qu'on a choisi d'intituler Cul par-dessus tête. Alors on va pas se mentir, c'est un peu l'état d'esprit dans lequel on est au moment où on enregistre ce podcast. On avait tout bien prévu, on avait planifié un grand sujet sur les élections européennes, et puis un sujet sur notre ami favori Donald Trump, et puis un point belgitude, et puis dimanche soir. Et puis dimanche soir. Et nous voilà en pleine dissolution. Alors pour éviter de dissoudre ce podcast, nous nous sommes dit que nous allions reprendre aujourd'hui, essayer de vous faire un peu un récapitulatif de tout ce qui s'est passé depuis dimanche soir. Et alors il s'en est passé des choses, vous n'avez pas idée. Et puis c'est encore mieux qu'une série Netflix. C'est encore mieux qu'une série Netflix. Et puis essayer de vous donner quelques points d'information, aussi une analyse un peu plus, au-delà des points croustillants, une analyse un peu plus personnelle de ce qui se passe depuis dimanche soir. Alors on passe tout de suite à la rubrique Actu du coup. Effectivement, rubrique Actu, donc on a quand même décidé, parce que à l'origine, on rappelle quand même que dimanche, il y a eu des élections européennes en France. Ah, des élections pour le Parlement européen. Pour le Parlement pas du tout européen. Un truc national. Pas du C'est tout ça un que tu truc veux dire. National. Alors on s'en est pas tant que ça rendu compte en France, parce que du coup, les enjeux ont été plutôt des enjeux nationaux. Vous en avez parlé dans notre épisode précédent. Mais il y a quand même eu ces élections. Alors, c'était des élections importantes, parce que voilà, c'est le Parlement européen, et que le Parlement européen a un pouvoir de décision sur un certain nombre de sujets qui nous touchent au quotidien. Alors il y a cette petite épisode a été créé exprès avec l'acteur de Parlement qui dit, par exemple, la pêche. Bah oui, ça, c'est les quotas de pêche, c'est en partie le Parlement européen. Ou alors l'agriculture, et puis la culture, et puis l'agroalimentaire, et puis la téléphonie, les technologies, la régulation de nos données en ligne. Voilà, il y a plein de choses qui touchent à l'Europe. Tout ce et qui touche au marché européen. intérieur, par exemple, donc le commerce dans l'Union européenne. Ça, c'est co-décidé par le Parlement européen. Tout à fait. Donc, élection. Alors, on n'a pas tous les résultats. On reviendra sur le cas de l'Irlande, qui n'a toujours pas donné ses résultats en fin de partie. Ça aurait pu être un point irlanditude, tellement. Mais donc, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on attendait une poussée assez forte de l'extrême droite et de la droite populiste. C'est une poussée qui, à ce jour, n'a pas vraiment eu lieu, puisque le parti principal qui gagne des voix n'est pas le plus à droite, c'est l'European Conservative and Reformist, les réformistes et conservateurs européens. Le parti de Giorgia Meloni. Voilà, le parti de Giorgia Meloni, qui a gagné 14 sièges, là où, pour l'instant, le parti ID, le parti de Marine Le Pen et Jordan Bardella, a, lui, perdu 18 sièges pour l'instant, dans cette bataille. Il faut savoir qu'il y a aussi une bataille entre ECR et ID aussi, où Giorgia Meloni essaye de méthodiquement vider de sa substance le groupe ID pour faire un groupe ECR plus fort au Parlement. Ils ont donc aujourd'hui 16 sièges, c'est 14 de 76. plus. 76, c'est 14 de plus qu'avant les élections. Le Parti populaire européen, parti de droite, le parti d'Ursula von der Leyen, a lui gagné seulement 3 sièges dans l'affaire, avec 190 sièges aujourd'hui. Les socialistes en ont perdu 12, c'est une petite baisse, mais c'est pas non plus quelque chose de... Ouais, ça reste assez stable quand même. De monstrueux. Ceux qui ont vraiment morflé un peu plus, c'est le parti centriste libéral de Renew, Renaissance, le parti notamment d'Emmanuel Macron. Enfin, en tout cas, le parti qui est issu du groupe formé avec les élus de Renaissance, qui a perdu 18 sièges pour en avoir seulement 80 aujourd'hui. Et puis les Verts, qui, eux, sont passés de 67 sièges à 52, moins qu'un siège. C'est donc quand même une chute assez sensible. C'est une chute qu'on a vue aussi, nous, sur les élections fédérales et régionales belges, où les Verts ont également perdu du terrain. Donc on n'a pas eu ce grand shift, cet énorme shift vers la droite qu'on attendait pour le Parlement européen. C'est toujours le parti de droite
du Parti populaire européen qui conservateur, est en tête, le Parti conservateur qui est en tête. Mais on envisage toujours aujourd'hui différentes possibilités de coalition comme ça se fait. La grande coalition qui a prévalu au cours de ces dernières années, c'était essentiellement une coalition Parti populaire, Parti socialiste, qui pourrait tout à fait être reconduite vu la teneur des élections européenne. Alors, naturellement, on en a parlé tout à l'heure, l'enjeu a été un peu occulté en France par plein de raisons sur lesquelles on reviendra dans la deuxième partie de notre podcast. Mais voilà, ça vous donne un peu une idée de ce qui s'est passé quand même dimanche soir pendant que nous étions tous ou partis scotchés devant notre télé. Et du coup, eh bien, sachez qu'à Bruxelles, les tractations ont du coup commencé à la fois sur bien le prochain ou la prochaine présidente de la Commission européenne. Et vous savez que l'actuelle présidente Ursula von der Leyen, officiellement candidate du Parti populaire européen qui est arrivée en tête naturellement, est bien positionnée, mais aussi finalement pour la répartition des différents postes importants dans le cadre de la future Commission. Et donc, il y aura une première discussion au niveau des chefs d'État et de gouvernement, puisque c'est eux qui doivent faire des propositions, en fait, proposer qui sera à la tête de la Commission. Et un peu cette répartition des grands postes, notamment le poste de haut représentant pour la sécurité et les affaires étrangères. Voilà, donc ça aura lieu lundi 17 juin, première discussion, et puis il y aura une autre discussion fin juin, et encore en juillet. Voilà. Un petit peu l'état des choses à Bruxelles, avec une grosse inquiétude quand même ici à Bruxelles, dans les milieux européens, sur qu'est-ce qui se passe en France. Ouais, Pourquoi donc presque transition, mais on n'est pas tout à fait à la transition, parce que je voulais quand même noter que en France, c'est la participation, on a connu pour ces élections européennes tout de même la participation la plus haute depuis 1994, tout à fait. Avec 51,49% de votants. Alors c'est quand même peu, on va pas se mentir, par rapport à d'autres élections plus emblématiques, les élections présidentielles ou les élections législatives, qui en principe ramènent plutôt 70 à 80% de votants. Mais pour la première fois, c'est aussi la participation qui est plus haute que la participation moyenne de l'Union européenne. Donc, voilà, il y a quand même des signaux positifs, on va dire, même si une des analyses qu'on entend un peu, c'est que toute cette participation a augmenté parce que certains blocs, notamment le bloc d'extrême droite en France, qui a remporté très largement ces élections européennes avec 32% des voix pour le Rassemblement national, a su mobiliser, lui, son électorat, là où les autres partis ont lamentablement échoué. C'est une possibilité, je trouve que c'est une possibilité assez crédible à titre personnel. Et Guillaume, tu voulais nous faire un petit point sur l'Irlande ? Alors, sur le mode de calcul de l'Irlande ? Parce que imaginez-vous que l'Irlande a quand même voté, non pas dimanche, mais vendredi dernier, donc il y a maintenant plus d'une semaine, quasiment il y a 8 jours, et que nous n'avons toujours pas reçu les résultats de l'Irlande. Pourquoi ? Parce que l'Irlande, qui élisait cette année 14 députés européens, a un système de fonctionnement qui fonctionne par un système de quotas. Alors, on appelle ça un peu la théorie du M&M's. Je vous partagerai sur les réseaux sociaux ce monsieur qui, à coup de M&M's, montre comment ça fonctionne. Il prend des groupes de M&M's de couleurs et il montre que le premier groupe à atteindre un quota, c'est-à-dire, par exemple, 50 voix sur 100, par exemple, ou 60 voix alors qu'il en fallait 50, récupère un siège. Bon, ça c'est fait, on le met de côté. Mais sur ces 60 voix, il en reste donc 10 qui vont être répartis. Imaginez-vous des M&M's, 10 M&M's de couleurs différentes qui vont être répartis. Par exemple, il y en a 6 qui iront au deuxième groupe qui est arrivé au parti ou à la personne qui est arrivée en deuxième sur les bulletins de vote. En Irlande, il faut cocher plusieurs noms et un ordre sur le bulletin de vote. Et puis 4 qui iront sur une autre personne qui avait reçu le reste bulletin de vote. Donc ça permet de renforcer d'un autre groupe, par exemple, et à un autre groupe d'arriver à 51, disons, et de rejoindre un deuxième quota. Mais sur ces 51,
Il y en a donc un qui nous reste, qu'on va répartir en fonction de la personne arrivée en premier, en deuxième, pour le vote pour ce parti ou cette personne à qui on vient d'attribuer le deuxième quota, etc., etc., etc. Donc ça leur prend des jours et des jours pour revérifier, recompter tous les bulletins de vote. Voilà, c'était le petit côté exotique du vote en Irlande. On se disait que c'était intéressant, ça aurait pu faire un point gaélitude pour ce système de fonctionnement, mais ça nous dit, voilà, on a de la chance en France qu'après chaque élection, à minuit en principe, on a des résultats précis, clairs, contrairement à ce que dit Jean-Luc, pour la plupart de nos circonscriptions, et nous, on ne fait pas de la rétention volontaire de bulletins de vote. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet, et on reprend du coup... 8h, 20h, 20h40, 21h. 20h, les premières estimations tombent. Jordan Bardella est en tête. 21h, Macron annonce qu'il va parler. Enfin, il annonce comme quoi Macron va parler. 21h15, Guillaume est devant sa télé. Max est dans son train pour rentrer de France. Macron parle. C'est la merde. Et il n'y a pas dissolution. C'est dissolution. Oh, c'était une petite blague. Il n'y a pas de dissolution ? Il n'y a pas de dissolution, c'est dissolution. En général, une blague, quand on finit par l'expliquer, c'est qu'elle n'était pas très bonne. Pourtant, moi, je l'aimais bien. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Tu veux qu'on la refasse ? Non, ça va, c'est pas grave. Excusez-nous, chers amis auditeurs. Alors, je précise quand même qu'aujourd'hui, on a décidé de ne pas faire un podcast comme on fait d'habitude, en rédigeant très point par point, très scripté tout ce qu'on dit. On a des points, ce qu'on va essayer de suivre pour vous... On va essayer de couvrir. Voilà, qu'on va essayer de couvrir. Et puis, mais on est un peu plus libre que d'habitude. On espère que ce sera clair quand même pour vous. Alors voilà, résultat des élections. Macron annonce la dissolution. Ça s'écharpe sur les plateaux télé. C'était quand même... Non, ça s'écharpe pas tout de suite sur les plateaux télé. Il y a eu quand même un moment de sidération pour pas mal de gens. C'est vrai. Il y a eu ce moment de sidération. Il y a eu des moments d'écharpage sur les plateaux télé, naturellement, avant. Mais je dirais qu'ils se sont quand même nettement calmés après. On n'était plus du tout dans le même mood. Il y avait quand même une vraie sidération de la part de l'ensemble des forces. Et un peu plus tard, vers 23h, on a la première annonce, la première demande de la Constitution à gauche d'un Front populaire. Max, je ne sais pas, toi tu veux rajouter quelque chose pour cette soirée du 9 ? Non, moi je pense qu'il y a quand même quelques éléments autour de la dissolution, puisque visiblement... Il y avait nécessité de consulter, d'après la Constitution, il faut consulter les présidents des deux assemblées. La consultation a visiblement été assez rapide avec Gérard Larcher. En gros, il a reçu un coup de téléphone où on lui a indiqué que telle était la décision. Il n'avait plus rencontré Macron depuis mi-mars, je crois, en personne. Et par ailleurs, je crois que les grands cadres de la majorité, dont Attal, la présidente de l'Assemblée nationale et tout ça, ont également été prévenus juste avant l'annonce. Il y a une photo qui circule de Soisig de la Moissonnière. Je ne sais pas si tu veux la décrire un peu, cette ambiance un peu post-apocalyptique. Donc elle prend des photos régulièrement de ce qui se passe à l'Élysée, et là, elle a immortalisé le moment où Emmanuel Macron leur annonce qu'il a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Et là, c'est quand même, on voit la confusion et l'égarement, un état d'hébétude. C'est ça, l'incompréhension aussi. Ouais. On y reviendra dans notre deuxième partie sur l'analyse sur la personnalité d'Emmanuel Macron, mais voilà, ça vous donne un peu une idée. Il faut savoir que dans la Ve République, la dissolution est prévue. Le président peut donc dissoudre, comme tu le disais Max, après consultation notamment du président du Sénat, président de l'Assemblée nationale. Ça a été beaucoup utilisé, notamment quand le président de la République était élu au septennat, donc 7 ans, et que l'Assemblée était, les députés étaient eux élus pour 5 ans. Ça permettait à un président qui venait de se faire élire de convoquer des élections législatives pour récupérer une majorité pour pouvoir travailler. Donc on a eu cette arrivée, aussi bien pour la gauche quand elle est arrivée avec Mitterrand au pouvoir en 81, mais qui a fini par avoir la droite en cohabitation, c'est-à-dire un président de gauche, un parlement de droite, et puis à l'inverse, quand notre ami, ce génie de Jacques Chirac, a dissous l'Assemblée nationale en 97, en pensant que c'était une excellente idée, et en fait s'est retrouvé avec une majorité socialiste à ce moment-là,
à l'Assemblée nationale, c'est ballot. Et donc, c'est la dernière fois qu'on a eu une dissolution en France, et je dirais même que c'est la dernière fois qu'on a eu une dissolution sauvage en France, jusqu'à dimanche soir. Alors rappelons quand même que, parce que certains ont été surpris par la rapidité de ces élections, rappelons que la Constitution française prévoit qu'un président peut dissoudre l'Assemblée nationale. Alors il peut le faire une fois par an, entre guillemets, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a dissous une assemblée, il ne peut pas redissoudre avant une année. Mais donc la Constitution prévoit que les élections doivent se tenir entre 20 jours et 40 jours après la signature du décret de dissolution. Alors là, on est effectivement à 21 jours, donc c'est vraiment l'option la plus courte, mais néanmoins, il n'y avait pas forcément énormément de temps. Certains observateurs ont noté qu'il aurait pu choisir d'annoncer qu'il allait dissoudre en septembre, mais voilà, que le décret serait signé plus tard, pour laisser plus de temps aux différents groupes pour se préparer et pour faire une vraie campagne. Mais on y reviendra, c'est sans doute partie de la stratégie d'Emmanuel Macron, d'avoir une campagne extrêmement courte. Et puis c'est sans doute aussi qu'un deuxième tour le 14 juillet, ça aurait été un peu compliqué pour beaucoup de gens, je pense. Ah bah, plus tu t'enfonces dans l'été, plus ça devient compliqué. Non mais le 14 juillet, je veux dire, le deuxième tour a été littéralement le 14 juillet. Oui. Donc compliqué d'organiser ça. En plus, il y a un peu les JO. Tout team. Oui, mais c'est plus tard, ça. Enfin bref, voilà. On en est là. Alors, petit retour sur ce qui s'est passé depuis, parce qu'il s'en est passé des choses. On peut commencer le lundi. On a commencé le lundi 10 avec des tractations. Ça s'est réuni au siège d'Europe Écologie Les Verts à Paris, entre plein de partis, notamment la France Insoumise, les Verts, le Parti Socialiste, le Parti Radical de Gauche, les communistes, le nouveau parti anticapitaliste. Enfin, je ne vais pas faire la liste, ils sont fort nombreux, ma foi, pour essayer de trouver une option, parce que c'était aussi une des choses que Macron aurait eu en tête, c'est que la gauche ne pourrait jamais se mettre d'accord. Soit. Donc, ils ont commencé à se mettre en ordre. Le RN se met également en ordre de bataille. Renaissance, les gens sont toujours au fond du trou. Il ne s'est absolument rien passé le lundi. Alors, on peut quand même dire que dès le dimanche soir, effectivement, fin de soirée, vers 23h, on commence déjà à avoir un peu cette notion à gauche que tout ceci est finalement une opportunité pour matérialiser ce qui n'a pas pu se matérialiser en 2022 avec la NUPES. Voilà, une opportunité pour offrir un nouveau, une nouvelle page de l'histoire à la France. Et puis, du côté du RN, ils sont affichés se mettre en ordre de marche, parce qu'il faut quand même avoir en tête que c'était le RN qui avait dit que s'il dépassait 30%, ils voudraient, et même s'ils étaient de manière générale les premiers largement aux européennes, ils demanderaient la dissolution de l'Assemblée nationale. Pour être honnête, à titre personnel, je pense qu'ils n'y croyaient pas. C'était un argument politique, mais il était clair pour tout le monde, puisque ça a toujours été le cas, que les élections européennes sont des élections européennes et non pas des élections nationales. Donc, avoir une immédiateté sur la politique nationale, c'était pas nécessairement attendu, on va dire. Absolument. Donc le lundi, c'est un peu ce qui s'est passé. Le 11, nous avons notre ami Éric Ciotti qui annonce qu'il souhaite président un accord, président du parti Les Républicains à l'époque, qu'il souhaite un accord avec le Rassemblement national. T'as déjà tout dit en disant à l'époque. Pardon, excusez-nous. Et en même temps. Et puis, de l'autre côté, Marion Maréchal Le Pen, Reconquête, qui, je vous rappelle, a lui aussi récupéré 4 députés au passage. Donc, l'extrême droite de l'extrême droite a récupéré 4 députés européens en France. Bravo. Marion Maréchal Le Pen renonce donc officiellement à un accord avec le Rassemblement national. Ah non, d'abord, elle allait voir le Rassemblement national. Ils ont mis des conditions. Je crois que il y avait la notion de conditions, mais qui ne semblait pas forcément acceptable. Bon, en gros, ils ne voulaient pas de Éric Zemmour. Mais en même temps, déjà le soir, alors ça, on peut revenir, le soir, le dimanche soir, donc il y a Zemmour qui parle, ensuite il y a Marion Maréchal Le Pen qui parle, et Marion Maréchal Le Pen annonce qu'elle va rencontrer le RN, et là on voit Zemmour qui blémit un peu, parce qu'en fait il n'est pas du tout au courant. Compliqué. Épuisant. Compliqué. Bref, ça c'était quoi ? C'était mardi. Mercredi, Cyril Hanouna annonce qu'il quittera la France définitivement en cas de victoire de la gauche. Raté, en fait, il a dit que c'était une blague. Pourtant, ça nous aurait bien arrangé. On aurait peut-être... Attends, il serait peut-être venu en Belgique. Pu l'aider, hein ?
Ouais, t'as raison. Non, c'est vrai que gardez-le pour l'instant. On n'en a pas trop besoin ici. On a suffisamment de clowns dans le champ politique belge. Alors, Marion Maréchal Le Pen. Eh bah oui, Marion Maréchal Le Pen, elle annonce qu'elle quitte Renaissance. Qu'elle quitte Reconquête. Impossible de se mettre d'accord avec Éric Zemmour. Et donc, oh là là, elle rejoint, on voit une photo, je crois, où elle est dans les bras de Marine Le Pen, sa tante. Enfin bon, ça semble être un petit acte. Voilà. Bon, alors naturellement, elle va quand même siéger à Bruxelles, hein, puisqu'elle a été élue sur les. Oui. Donc finalement, elle rejoindra le groupe probablement du Rassemblement national. Tout ça semble être une petite comédie musicale bien orchestrée. Voilà. Hein. Ça, c'était donc les gros événements du 12. Pendant ce temps, la gauche continue la gauche continue. Ça n'a pas l'air simple. Cette tractation, c'est pas simple, notamment pour Raphaël Glucksmann qui s'est présenté. Chacun a essayé d'imposer. Il y a un espèce de petit jeu de pouvoir où chacun a essayé d'imposer sur Twitter ou sur Facebook ou en tout cas dans les médias ses propres conditions. Sachant qu'un des éléments les plus importants, c'est l'équilibre relatif entre les différents partis. Parce que Raphaël Glucksmann était quand même en tête avec 12,5-13% aux européennes, et LFI était à moins de 10%, juste à 10% ou un peu moins de 10%. Donc c'était un renversement de l'équilibre par rapport aux dernières élections législatives et présidentielles où LFI était en tête. Puisque Jean-Luc Mélenchon était le troisième homme, il a failli être président de la République à quelques centaines de milliers de voix près. Bref. Et donc ils avaient réussi, dans le cadre des élections législatives, à avoir un parti LFI qui était très très largement dominant par rapport au Parti socialiste et au parti écologique, Europe Écologie Les Verts. Et donc voilà, il y avait quand même cette notion un petit peu compliquée. L'autre notion un peu compliquée au-delà de l'équilibre, c'était la question du soutien à l'Ukraine, de la qualification du Hamas. Il y avait plein de points litigieux. Voilà, quelques points qui d'ailleurs avaient fait l'objet de difficultés durant la campagne des européennes. C'est pour ça que, de notre point de vue, avoir une campagne très très courte lancée par Macron, c'était aussi le moyen, en fait, de s'assurer ou d'essayer de s'assurer qu'à gauche, ils ne se mettraient pas d'accord. Mais revenons donc à notre semaine très forte en émotions. Et là, c'est chez les LR que finalement le nouveau soap opéra. Jeudi, c'est chez les LR que vient le drama. Donc après avoir annoncé qu'il souhaitait des accords avec le Rassemblement national, Ciotti s'est pris un certain nombre de cadres de LR dans la tronche pour dire que non, ça n'arriverait pas, que le parti restait indépendant. Et donc après, fort Chabrol, on a eu fort LR ou Ciotti. On a ces images qui apparaissent de Ciotti qui demande l'évacuation du bâtiment des Républicains situé sur la place devant l'Assemblée nationale, pour la petite histoire, et fait fermer les portes avec seulement lui. Il se met en scène comme lui tout seul dans le siège des Républicains officiellement pour des raisons de sécurité. Donc c'est un peu le Ciotti de Schrödinger. Vous savez, le chat de Schrödinger, c'est le chat qui est à la fois mort, à la fois vivant. Le Ciotti de Schrödinger, c'est le Ciotti qui est dans les partis, dans les Républicains, mais en même temps plus vraiment. Le compte Twitter des Républicains annonçait qu'il avait été ce même jour destitué de son poste de président. Le compte Facebook le soutenait toujours en annonçant que ça n'était pas arrivé. Enfin bref, on était dans une situation un peu ubuesque, digne de cette semaine folle finalement. Et pendant la soirée du 13, on a les premières informations sur le nombre de circonscriptions pour le Front populaire qui tombe, avec pas mal de déceptions, naturellement, puisqu'il a fallu faire des sacrifices de tous les côtés. La France insoumise perd une centaine de circonscriptions, le Parti socialiste en gagne une cinquantaine ou soixantaine. Voilà, il y a eu en tout cas une façon de remettre un petit peu d'ordre dans ces... Un petit peu d'équilibre, mais par contre, la question, c'est aussi, finalement, dans cet équilibre-là, où iront les circonscriptions, enfin, où iront les différents représentants des partis, parce qu'on sait qu'il y a des circonscriptions qui sont gagnables très facilement, et d'autres qui vont être beaucoup plus compliquées à gagner. Et donc, naturellement, tu peux augmenter le nombre de représentants du PS au total, mais si tu leur files que des circonscriptions qui ne sont pas gagnables, ça marche pas. Enfin, ça change rien. Et puis, on a un pré-programme qui sort également
jeudi soir, du coup, on commence à avoir un peu une idée des principales informations. On y reviendra dans notre deuxième partie. On est déjà, un peu en retard au niveau temps, donc je vais aller un peu plus vite. Et puis le vendredi 14, nous avons donc la présidence, des Républicains qui passe au tribunal, avec des avocats qui débarquent pour défendre les Républicains, un avocat mandaté par Ciotti, un avocat mandaté par les autres, en gros, pour faire court. Donc la présidente ne sait pas comment gérer ça. Elle finit par demander un délégué du parquet pour gérer cette affaire. J'ai pas barreau, tous les détails, non, du barreau. Ouais, c'est ça. Et puis par accorder finalement à Ciotti une sorte de bénéfice du doute en disant que il suspendait la décision du bureau politique de le suspendre, de le révoquer comme président de LR. Ça ne veut pas dire qu'il redevient président, mais ça veut dire que, en attendant que la justice prenne le temps de juger sur le fond, il est temporairement réintégré comme président. Bref. Donc là, on s'était dit. Bon, c'est à peu près nominal. Bon, les LR sont dans les fourrés, mais bon, en même temps, ils ont fait 7% aux européennes, ils comptent plus grand-chose. Il y avait des petits accords locaux qui commençaient à se faire avec ce qu'on commence à appeler l'arc républicain. Il faut que certains appellent l'arc républicain, donc en gros, plutôt au centre, avec Renaissance et puis éventuellement d'autres à gauche. Bon, voilà, quelques petits accords locaux. Et là, patatras. Grosse surprise, vendredi soir, samedi matin, on se réveille et on découvre un nouveau drama. Pas scandale, mais drama du côté des LFI. On pensait que tout était réglé. Eh ben non, il y a une grosse purge qui a été faite, Guillaume, dans les candidats. Et oui, il y a plein de candidats emblématiques, Alexis Corbière, Daniel Simonet, Raquel Garrido, qui se sont tout simplement fait purger pendant la nuit, dégagés de leurs circonscriptions respectives pour mettre quelqu'un d'autre à leur place, alors même que Adrien Quatennens, condamné pour violence conjugale, lui, il est maintenu dans sa circonscription. Alors il y a une volonté sans doute de la part de Jean-Luc Mélenchon et des cadres de virer des gens qui avaient été un peu trop vocaux contre lui. Le leader Maximo. C'est un disque qui s'appelle le leader Minimo. Hein. Oui. Non, en tout cas, il a une forte influence toujours chez LFI, et effectivement. Ce sont eux-mêmes qui l'ont dit. D'ailleurs, même François Ruffin, qu'on annonce quand même comme potentiellement Premier ministre de cette coalition du Front Populaire. Répond à LFI qui prétend l'avoir comment on dit c'est pas intronisé, c'est comment on appelle ça, investi. En gros, il n'a jamais rien demandé et que... Il se débrouille tout seul très bien comme un grand. Exactement. Bref, c'est un peu le bazar, on va quand même pas dire. Et alors, le dernier drama pour finir aujourd'hui, c'est François Hollande. Vous l'attendiez plus celui-là. Hein, oui, alors là, François Hollande qui se représente en Corrèze, à Tulle. Sauf qu'en fait, le Parti Socialiste aurait dit que finalement, il n'avait pas du tout été investi par lui. Mais en fait, la Fédération Corrèze, a dit que il était bien investi par eux. Bref. Bref, vous comprenez que... Et on est que samedi après-midi, je sais pas ce qui va se passer d'ici encore 2 semaines là. Donc finalement, cette grande coalition Front Populaire, elle affiche une unité, mais ça a l'air quand même un peu compliqué. À droite, les LR probablement vont un peu se scinder en deux, entre une partie qui va s'acoquiner avec le Front National, le Rassemblement National. Et puis au centre, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il va y avoir. Est-ce qu'il va y avoir des accords locaux? Est-ce qu'il va y avoir finalement entre peut-être ceux du Parti Socialiste qui trouvent que s'allier avec LFI c'est un no-go, et puis ceux de LR qui veulent pas s'allier avec le Rassemblement National? Est-ce qu'il y a une marge au milieu là pour créer quelque chose, une espèce de coalition qu'on aurait pu espérer d'ailleurs depuis plus de temps, ou est-ce qu'au final ça marchera pas? Ça c'est la grande question. Et dimanche, c'est la date de limite des inscriptions, donc on aura peut-être une vision un petit peu plus claire sur les différents candidats dans les 560 circonscriptions. Combien il y en a? 577. 77, voilà. Bon, on passe à la partie analyse et conclusion personnelle, Guillaume, et je crois que ce podcast va finalement être globalement consacré à la dissolution et ses suites. On parlera peut-être un peu de nous rapidement quand même, mais on est déjà à presque une demi-heure, donc on va aller vite dans nos analyses.
Alors, dissolution, première chose, est-ce que c'est un coup de génie ou un coup de pompier pyromane par Emmanuel Macron? Ben, mon analyse, c'est que c'est quand même une personne qui aime beaucoup que les choses tournent autour de sa personne, qu'il a peut-être pris un peu la mouche après les résultats de dimanche soir. Et puis, il aurait répondu, alors c'est tout à fait symptomatique et symbolique de cette personne, il aurait répondu à un journaliste, alors qu'il était en déplacement à Oradour-sur-Glane, tout un symbole quand même, lundi matin, sur un journaliste qui lui demande ça va pas trop dur, un chef d'entreprise qui lui demande ça va pas trop dur, et Emmanuel Macron qui répond mais non, pas du tout, je prépare ça depuis des semaines et je suis ravi, je leur ai balancé ma grenade dégoupillée dans les jambes. Maintenant, on va voir comment ils s'en sortent. Au-delà du fait que ce soit de mauvais goût, voilà, on ne sait pas tellement si c'est quelque chose qui a réellement été dit, c'est rapporté par des journalistes, mais ça montre assez qu'est-ce qu'on attend un peu d'Emmanuel Macron aujourd'hui et comment cette hyper personnalisation du pouvoir aussi, quand elle est mal gérée comme elle l'a été par lui au cours de ces derniers mois, peut conduire quand même à des situations ubuesques. Alors moi, il y a une formule qui m'a marqué dimanche soir. Certains ont dit Emmanuel Macron a fait tapis comme au poker. Donc voilà, c'est effectivement l'occasion de parler du poker. Bien joué. Voilà, il a essayé un peu de renverser la table. On peut essayer d'expliquer ou de réfléchir à quelles pourraient être les raisons pour lesquelles il a fait ça, en se disant bon, de toute façon ça allait être très compliqué pour en gros Renaissance à l'automne, passer un budget, tout ça, dans un contexte où le RN avait été en première largement, enfin plus de 2 fois le score de Renaissance pour les européennes, il y a finalement des élections en 2027 pour la présidentielle et que s'il faut que le Rassemblement national à un moment donné soit majoritaire et gouverne le pays, peut-être qu'il vaut mieux faire l'expérience entre guillemets sur 2 ans et demi pour peut-être que les autres partis puissent revenir et avoir une campagne un petit peu meilleure et pouvoir critiquer le Rassemblement national en 2027. Il y avait effectivement cette idée que peut-être que la gauche n'arriverait pas à se mettre d'accord et donc peut-être qu'il y aurait une possibilité de gouverner avec une coalition, même si honnêtement ni Emmanuel Macron ni Renaissance n'ont vraiment montré que c'était finalement qu'une coalition vraiment négociée et ouverte et pas complètement centrée sur Renaissance était possible. Bon, les autres n'ont pas non plus voulu jouer. LR s'est mis complètement dans l'opposition. Mais en tout cas, on peut dire que c'est une décision personnelle que finalement le parti Renaissance a été complètement mis devant le fait accompli. Et puis voilà. Et finalement, l'annonce de la dissolution, ça veut dire que tous les travaux parlementaires tombent de facto. Donc il y avait quand même des textes qui étaient assez importants, qui étaient en discussion. Alors peut-être que c'est une bonne chose pour certains. Il y a aussi d'autres personnes qui disent que c'est un peu dommage. Absolument. Alors ça c'était la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on entend peu le Rassemblement national, finalement, depuis dimanche soir. Ils ont été assez silencieux. Et le peu de choses qu'on a entendues, c'est surtout qu'ils reviennent sur certaines mesures emblématiques de leur réforme, de leur programme, comme par exemple revenir sur la réforme des retraites. Oui, mais ça, peut-être qu'en fait, on ne va pas le faire. Quand ça commence, augmentation de 10% des salaires. Augmentation de 10% des salaires. Oui, mais ça, peut-être que finalement, on ne va pas le faire. Donc, c'est un peu l'effet inverse du programme du Front Populaire, d'ailleurs, qui a globalement tout ça aussi dans son programme, mais qui ne s'est pas encore rendu compte qu'économiquement, ça allait être quand même compliqué et que non, la France ne peut pas vivre en autarcie seule, y compris économiquement. Donc, voilà, on les entend peu. Ils profitent du battage médiatique aussi, eux, pour continuer à faire leur petite vie, j'ai envie de dire, de leur côté. Ce qui est un petit peu dramatique, c'est que, en fait, il y a des gens qui on les met peu en doute, en fait. Il y a des gens qui ont voté RN, qui ont voté RN aux européennes, qui vont voter RN aux législatives, qui en fait s'intéressent pas
finalement à ce que le RN propose vraiment et savoir si c'est pertinent, si c'est réaliste, si éventuellement il y a des effets de bord. Ils veulent juste que ça change. Et donc, on a essayé la gauche, on a essayé la droite, on a essayé le milieu avec Macron. Ça marche pas, donc votons pour le RN. Le fait est qu'il y a eu dédiabolisation du RN pendant ces 10 dernières années. Donc le RN n'est plus un parti non recommandable comme ça l'était avant. Avant, vraiment, le Front National, c'était un repoussoir pour tout le monde. Et donc la banalisation du RN aujourd'hui fait que voilà, c'est un parti comme un autre. Et on a vu avec la campagne de Bardella, finalement, son incompétence sur les sujets européens a quand même été démontré à plein d'endroits. Ça n'a pas empêché 30%, plus de 30% des votants. Alors, il faut quand même voir, il y avait, même si Guillaume l'a dit, on a eu un taux de participation qui était le plus élevé aux européennes depuis que les européennes existent. Néanmoins, il y avait quand même moins de 50% de la population qui a voté, du corps électoral. Donc ça veut dire aussi que lorsqu'on est dans des élections législatives, les choses vont un petit peu changer parce qu'il y aura plus de personnes qui vont voter. Et on sait que traditionnellement, justement, les législatives, c'est une des élections où on a le plus fort taux de participation. Voilà, et donc c'est quand même assez étonnant parce qu'on n'a pas cette question de savoir si le programme finalement fait sens ou pas. Côté LFI, c'est plutôt, enfin je dis LFI mais en fait c'est Front Populaire, mais on va dire que le Front Populaire aujourd'hui, le programme est quand même largement poussé par LFI quand même, qui reste le parti dominant de cet accord de gauche. On a un chiffrement à peu près à 300 milliards de nouvelles dépenses, avec des questions sur comment est-ce que ça sera financé. Certains parlent d'argent magique. Mais il y a beaucoup de choses en tout cas qui vise à taxer davantage les plus riches, ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée, sauf qu'en fait, si tu taxes davantage les plus riches, tu prends quand même le risque aussi qu'ils s'en aillent et qu'ils aillent surtout mettre leur argent ailleurs, et que donc, à force de les taxer, tout ce qui est prévu comme rentrée en plus finisse par ne plus exister. Bon, il y a surtout aussi un certain nombre de mesures qui risquent de coûter très cher au budget de l'État et dont l'effet peut être quand même questionnable. Enfin, la proposition d'augmenter le SMIC à 1 500 €, très bien. On se rappelle qu'en 81, quand le gouvernement socialiste avait augmenté le salaire minimum, en fait, ce qui s'était passé, c'était qu'il y avait une explosion du chômage. Et là, on peut se dire, des petits commerces qui emploient des gens au SMIC ne pourront pas forcément ou probablement pas absorber l'augmentation des coûts liés à une augmentation du salaire minimum. Et ça avait ces dépenses aussi conduit 2 ans plus tard à un tournant de rigueur parce que en fait l'argent n'est pas magique et surtout qu'avec l'euro on n'est plus on peut plus imprimer de l'argent comme on pouvait le faire éventuellement quand on avait le franc et qu'on était complètement indépendant. Et quand même, imprimer de l'argent quand on est indépendant mais que d'autres pays sont autour, c'est aussi prendre le risque de l'inflation. Voilà, avec un gros sujet sur l'augmentation de la dette qui est déjà très élevée et qu'est-ce qui se passerait si finalement on faisait défaut sur notre dette. Absolument. Et puis donc des sujets qui sont relativement absents. Alors la défense, le nucléaire, on n'en parle pas. C'est pas forcément des sujets qui intéressent. Non, je pense que c'est tous les sujets sur lesquels il n'y a pas forcément. Ils ne sont pas mis d'accord. Ils ne sont pas mis d'accord parce que c'est très difficile aujourd'hui. Les positions du PS, d'Europe Écologie Les Verts, du Parti communiste et de LFI sont quand même sur des portages un peu différents. Donc ils se sont mis d'accord sur les sujets les plus visibles, l'Ukraine, Israël, le Hamas, la reconnaissance de la Palestine. Sur le Hamas, ça reste compliqué quand même comme sujet, selon à qui on parle. Mais effectivement, il y a des sujets sur lesquels on jette un voile, ce qui fait aussi que probablement ça sera très compliqué le jour où, si on avait une majorité Front Populaire, éventuellement pour gouverner, ça pourrait être assez compliqué parce que ce sur quoi on ne s'est pas mis d'accord et donc on n'a pas mis dans l'accord de coalition qui est assez court en fait. Bon, ils l'ont fait en 3 jours, on ne va pas leur en vouloir, mais du coup ça promet que ce soit un peu compliqué quand même. Absolument.
Et alors, avant de passer au tout dernier sujet, je dirais qu'il y a un danger, un vrai danger aussi. Aujourd'hui, c'est celui des ingérences étrangères, notamment via le Rassemblement national. On sait que le Rassemblement national est un nid de personnes qui ont des liens plus ou moins proches, y compris financiers, avec la Russie. Thierry Mariani, qui est député européen notamment, est connu pour avoir ses entrées. C'est lui qui avait négocié le prêt du Rassemblement national auprès des banques russes il y a quelques années en arrière. Et puis il y en a plein d'autres qui aujourd'hui sont investis pour les législatives et qui présentent un danger d'ingérence à long terme. Alors on répondra oui, mais tous les autres, dans les autres partis, ont des ingérences, par exemple, des États-Unis. Je dirais oui, mais non, en fait. On n'est pas du tout dans le même type de relation entre ce qui se passe aujourd'hui, la situation dans laquelle l'Europe est aujourd'hui vis-à-vis de la Russie. Il suffirait qu'un parti arrive au pouvoir, par exemple, et dise on réachète du gaz russe, en disant, et que la Russie dise on va leur faire du gaz pas cher, comme ça ils vont rester coincés derrière nous. Et puis voilà, on aura ensuite un vrai souci d'indépendance vis-à-vis de ces puissances étrangères. On a déjà d'autres soucis du fait que on est tiraillé entre le Sud, les États-Unis, la Chine, la Russie. Il y a plein de choses qui sont complexes aujourd'hui, mais les ingérences en plus, c'est quand même un vrai danger de ces élections. Donc, le résultat, c'est voter. On sait que ça a pris beaucoup de gens par deux cours et que vous aviez probablement des plans. Et nous, par exemple, on n'a pas prévu d'être à Bruxelles ces 2 week-ends où on vote. On a la chance, parce qu'à l'étranger, on a la possibilité de voter par Internet pour ces élections, puisque c'était très très court comme délai pour organiser les élections. Mais si vous êtes en France, eh bien, faites une procuration. On vous a expliqué la dernière fois, vous pouvez faire des procurations facilement sur Internet et vous devez simplement passer en mairie pour les faire valider. Ou si jamais vous avez fait certifier votre identité numérique avec France Identité, vous n'avez même plus besoin de passer en mairie. Donc c'est important de voter parce que le plus on aura de votants et déjà le plus légitime la prochaine assemblée sera, et puis on pourra je l'espère, éviter des tournants dramatiques. Merci Max. Donc voilà, c'était notre podcast Cul par-dessus tête. On vous a donné plein d'informations, plein de choses dont on espère qu'elles vous seront utiles, en tout cas à un moment ou à un autre. Je pense qu'on va s'arrêter là. On va garder nos petits sujets qu'on avait prévus Il y en avait plein. Pour le prochain podcast. Il y en avait plein, mais ce qui est bien, c'est qu'on est à peu près certain d'avoir au moins autant de choses à dire dans le prochain. Alors on essaiera d'être un peu plus concis et clair, mais voilà, on voulait lancer ce podcast quand même pour faire le tour de tout ce qui s'est passé. Et puis voilà, c'est déjà la fin de ce 20e épisode de notre saison 5. Exactement, un épisode effectivement cul par-dessus tête, puisque on ne s'attendait pas à devoir traiter ce sujet, to be honest, avec vous tous. On espère que vous êtes arrivés au bout. Merci de continuer à nous suivre. N'hésitez pas à partager ce podcast, cet épisode à vos proches, à vos amis, à des gens que vous pensez que ça pourrait intéresser. Et puis mettez-nous un commentaire, une note ou un like sur les différents réseaux ou logiciels que vous utilisez. Et à très vite pour de nouvelles tranches un peu plus organisées.